Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes macroniste de la première heure, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale et député des Alpes de Haute-Provence. On va parler de l'Ukraine, on va parler de l'actualité, on va parler de cette campagne et du risque d'abstention. Mais avant de commencer, je voulais vous demander, vous pourriez me rendre un service ? Si je peux. Si vous Sur pouvez, le piège tout de suite. Normalement vous devriez pourvoir, parce que je voudrais que vous puissiez signaler à l'équipe d'Emmanuel Macron que je cherche à les joindre. Étonnamment, toutes les équipes nous répondent, vous le savez, il faut s'organiser. On est quand même obligés tous de s'organiser pour les histoires de temps de parole, pour les histoires d'agenda, dans ces dernières semaines de campagne. Tout répondent, sans exception, sauf celle d'Emmanuel Macron. Je fais partie de cette... Je sais vous. En quelques minutes tout à l'heure pour simplifier la relation. Pour simplifier la relation, mais plus globalement, vous lui diriez quoi, vous, à Emmanuel Macron, sur cette campagne ? Vous faites partie de ceux qui ont toujours accepté le débat, accepté la confrontation. Mais la semaine dernière, je crois que le président de la République, devenu candidat, était devant 300 journalistes et qu'il a pris le temps de répondre à toutes les questions. Il a même rebondi quelquefois dans les échanges. Il poursuivra cela, il ira devant des médias. J'imagine que si vous cherchez à joindre, c'est peut-être pour inviter le candidat dans votre émission. Ils vous répondront. En même temps, nous savons la situation, notamment internationale, l'hypermobilisation du président de la République sur ce volet-là. Et les Français attendent aussi de lui que, certes, il soit en campagne. Et nous voulons la campagne. Et vous remarquerez que nous sommes quasiment les seuls à la faire. Vous voulez la campagne ou pas, en fait ? C'est vraiment ça la question. La réalité, c'est quoi ? C'est que nous sommes quasiment les seuls à faire la campagne sur le terrain, à multiplier les meetings un peu partout. Je serai ce soir à Bruxelles, je serai à Nice, je serai dans mes Alpes de Haute-Provence, je serai en Aquitaine rien que cette semaine. Et si vous regardez l'ensemble des cadres de la majorité, nous sommes mobilisés pour faire ce terrain. Nos militants sont sur le terrain et le candidat, à chaque fois qu'il le peut, va aussi sur le terrain. Il était à Pau vendredi, il fera aussi des initiatives cette semaine. Quand on lui demande ce qu'il fera s'il perd, Emmanuel Macron a répondu qu'il n'y avait pas pensé. Est-ce qu'il pense que c'est plié ? Est-ce que vous pensez que c'est plié ? Non, d'abord, je ne pense pas ça et je ne vais pas faire l'exégèse du propos qui, dans un sourire, le président a dit non, je ne me projette pas dans cette échéance, non pas parce qu'il la refuse par principe. Je le connais, je sais la part de questionnement, de doute, y compris d'ailleurs sur savoir s'il devait être à nouveau candidat ou pas. Mais simplement parce que dans l'urgence qui est celle d'un candidat et d'un président de la République, je viens de rappeler quelques éléments du contexte, il ne réfléchit pas à son propre avenir. C'était cela la réflexion. Mais une chose est sûre, c'est que cette élection n'est pas jouée, qu'aucune élection n'est jamais jouée, et que je pense que non seulement ce serait une faute politique que de... campagne. Pardon, hein. Vous me dites, on fait campagne, on circule, vous le faites. Évidemment, vous êtes d'ailleurs un homme de terrain, vous êtes un élu depuis longtemps, vous savez parfaitement comment ça fonctionne, mais il y a quand même un choix, et c'est sciemment fait, de la part d'Emmanuel Macron, de ne pas complètement rentrer dans l'arène. Moi, je ne crois pas, mais il y a un choix qui est fait de rester président de la République. La difficulté d'une élection pour un président sortant, c'est qu'il ne peut pas dire, finalement, je ne m'occupe plus de la France et je ne la représente pas. Et en même temps candidat, et en même temps président. C'est ce qu'il fait. Et il est candidat aussi quand il prend le temps qu'il a pris pour présenter son projet devant des journalistes, dont on sait aussi comment les questions pouvaient être critiques, délicates, compliquées, et c'est parfaitement légitime. Il a pris ce temps-là. Et donc, c'est cela aussi, faire la campagne. Mais je connais bien Emmanuel Macron, je peux vous dire qu'il prend du plaisir à être auprès du terrain. Il l'a montré pendant 5 ans où il a multiplié des initiatives de terrain et que quelque part, il regrette aussi cette situation. Mais il n'a pas fait le calendrier de la crise sanitaire. Vous disiez les questions y compris critiques. Certains journalistes, et notamment la journaliste de TF1 l'a dit publiquement, elle dit qu'on leur a demandé les questions à l'avance. Alors l'équipe, elle, dit que c'était seulement les thèmes, mais visiblement, il y a quand même un certain doute. Les sondeurs signalent que depuis quelques jours, le nombre de personnes qui doutent et qui envisagent de ne pas aller voter augmente, à tel point qu'ils prédisent éventuellement un record historique de l'abstention. Est-ce que ça vous fait peur ? Oui, c'est une vraie inquiétude et nous devons nous mobiliser contre cela. Mais on voit bien la difficulté d'entrer dans la campagne. Nous l'avons, vous l'avez, et les Français l'ont aussi. Et donc, du coup, faire campagne, c'est aussi ça. Une élection présidentielle est un rendez-vous majeur et la campagne est un rendez-vous majeur. La campagne est un rendez-vous majeur, mais quand vous voyez que le précédent record d'abstention, c'était en 2002, 28% des Français n'étaient pas allés voter, c'est pas de très bon augure.
Écoutez, je retiendrai aussi les élections européennes, les dernières, qui ont connu une augmentation de la participation. Donc, restons mobilisés sur ce sujet. Mais je crois que voter, et là, je vous le dis, je n'appelle pas à voter pour tel ou tel candidat et pas forcément pour Emmanuel Macron, mais voter est majeur. Il y a une offre politique qui est proposée dans cette élection présidentielle qui va de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon à l'extrême droite de Mme Le Pen ou de M. Zemmour. On a aujourd'hui une offre politique qui doit permettre de s'engager. Et derrière cette offre, il y a des combats du quotidien, des combats réalistes ou des combats théoriques, mais il y a des offres politiques larges. Vous avez été impressionné par la démonstration de force de Jean-Luc Mélenchon dans les rues de Paris hier. Il revendique 100 000 personnes. Deux choses. D'abord, j'ai toujours vu que l'extrême gauche et l'extrême droite, et aujourd'hui on le voit bien, celle de M. Zemmour ou celle de M. Mélenchon, savent mobiliser. Mais j'ai noté aussi que le 21 mars 2020, on nous annonce 100 000. En 2017, pour le même rassemblement, les mêmes équipes annonçaient 130 000. Donc du coup, on peut penser qu'il y a peut-être un affaiblissement du système, quoi qu'il en soit. Et puis on sait comment ces chiffres sont un peu gonflés. Quoi qu'il en soit, il y a une mobilisation, une capacité de mobilisation de Jean-Luc Mélenchon, qui est un tribun. Et qui peut, parce qu'il est un tribun, dire tout et n'importe quoi. Quand hier, il nous a expliqué qu'il était un non-aligné viscéral, ceux qui ont pu l'écouter ces derniers mois, voire ces dernières années, ont vu que c'était un non-aligné, mais surtout aligné sur Moscou. Vous continuez, vous, à avoir une vision quand même gauche et droite. J'entends dans ce que vous me dites là depuis tout à l'heure, vous avez dit 2 fois extrême gauche, extrême droite. Ça veut dire que pour vous, il y a encore un clivage. Déjà, entre les extrêmes et les républicains, oui. Et puis, entre l'extrême droite et l'extrême gauche aussi. Est-ce que vous diriez aussi. toujours que vous êtes un homme de gauche, Christophe Castaner ? Moi, je suis fait dans des valeurs de gauche, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que appartenir à une majorité qui porte le dépassement politique, c'est une liberté. Cessez de se poser cette question permanente quand on discute avec un interlocuteur, de savoir s'il est de droite pour savoir si son idée est bonne ou mauvaise, ou s'il est de gauche pour se poser la même question, n'a plus aucun sens. Les Français nous attendent sur de l'efficacité, pas sur de la doctrine. Sur le RSA, par exemple, c'est une mesure de gauche de demander des contreparties au RSA ? Vous me permettez de lire, et j'ai pris une petite note. Allez-y, vous avez plein de notes devant vous, pour ceux qui nous écoutent à la radio. Je suis un garçon studieux qui prépare, comme vous le voyez, les vous entretiens. Et celle-ci, vous voyez, elle est imprimée parce que, et je vais vous la citer, l'important est qu'un moyen de vivre, ou plutôt de survivre, soit garanti à ceux qui n'ont rien, qui ne peuvent rien, qui ne sont rien. C'est la condition de leur réinsertion sociale. Indiquait alors clairement François Mitterrand avant l'élection présidentielle de 88 dans sa lettre à tous les Français. Michel Rocard rajoutait, et c'était pour le revenu minimal d'insertion, afin de permettre à ceux qui sont les plus durement frappés que notre société laisse partir à la dérive, que la marginalité guette, d'avoir droit à une deuxième chance. C'est de cela dont on parle. Et vous voyez, ce sont 2 hommes de gauche que personne ne conteste, même s'ils se sont opposés au sein de la gauche. Mais moi, je ne parle pas de l'existence même du RSA, je parle de la contrepartie. Mais c'est de la contrepartie dont parle François Mitterrand et Michel Rocard. La vraie difficulté, c'est que le I d'insertion ou le A d'activité dans le RSA ont été négligés. Et que certains aujourd'hui considèrent qu'être de gauche, c'est donner une allocation. Prenez l'allocation et on n'en parle plus. Moi, je considère, c'est, comme nous le faisons avec le revenu d'engagement jeune, de donner les moyens de l'émancipation, d'une formation, d'un engagement. Il ne s'agit pas d'imposer aux bénéficiaires du RSA 15 heures de travail pour tous. Il faudra prendre en compte les situations individuelles, mais surtout les accompagner. C'est une révolution. Est-ce que c'est de droite? Est-ce que c'est de gauche? Si je cite les grands auteurs, certains me diront que c'est de gauche. La réalité, c'est que c'est la seule chose qui est utile. Obligatoire ou est-ce que ce sera sur la base du volontariat? Mais l'idée est qu'on s'engage, mais on va prendre en compte la situation d'une mère isolée, par exemple, avec 2 enfants, qui ne peut pas avoir les mêmes disponibilités, les mêmes moyens. Donc il y en a certains qui pourront vous dire je ne peux pas y aller, je ne peux pas faire les 15 ou 20 heures d'activité hebdomadaire. D'autres qui vous diront je peux, mais finalement, vous ne retirerez pas le RSA. Mais l'idée n'est pas Ce ne sera pas obligatoire, ce ne sera pas conditionné. Mais parce que l'idée n'est pas de sanctionner. L'idée est de refaire vivre l'insertion. Mais donc ça ne se fera pas. Et dans cette... Mais bien sûr que ça se fera, parce que vous savez, moi je ne crois pas que c'est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on propose déjà. Très peu, parce qu'il y a une multiplication d'acteurs et nous proposons qu'il y ait un acteur unique qui puisse agir. Mais moi, je ne considère pas que les gens qui sont à RSA ne veulent que l'allocation. Je pense qu'ils veulent s'insérer et qu'ils veulent pouvoir travailler. Nous avons une perspective extraordinaire par rapport à notre histoire de ces 30 dernières années, c'est celle du plein emploi. Parce qu'on a déjà fait la moitié du chemin. On peut l'atteindre. Et donc, offrir à ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi et qui sont à RSA la possibilité d'aller vers l'emploi, je peux vous le dire, c'est une mesure de justice, c'est une mesure de pouvoir d'achat, c'est une mesure essentielle. C'est de cela dont on parle et je refuse de tomber dans les mauvais procès, dans la caricature. Aider quelqu'un, l'accompagner vers l'insertion, c'est toujours mieux que de lui donner une allocation. L'allocation, c'est la réponse des lâches. Je vous le dis, c'est juste dire, voilà, prenez un peu d'argent. Ben non, on préfère accompagner.
Les droits de succession, le journal Le Parisien ce matin dit que parmi les propositions d'Emmanuel Macron, il y aurait l'idée de faire les mêmes droits de succession que vous soyez marié ou que vous soyez un couple non marié. Est-ce que vous le confirmez ce matin? Oui, c'est une piste sur laquelle le président s'est exprimé. Élargir un peu, prendre en compte les nouvelles organisations familiales, faire en sorte que la possibilité de donner ne soit pas qu'à son enfant direct, mais aussi à l'enfant de son compagnon ou de sa compagne. Aller même au-delà sur les petits-enfants, sur les neveux, parce que à la fin de sa vie, on peut avoir aussi une nièce qui passe beaucoup de temps avec vous, qui s'occupe de vous. Ce sont des mesures de justice qui prennent en compte l'évolution familiale dans laquelle nous sommes. Christophe Castaner, combien de députés, vous êtes président du groupe La République En Marche, combien de députés vont se représenter, de vos députés? 80% de nos députés. Actuellement, j'ai une trentaine de parlementaires de mon groupe qui m'ont dit ne pas souhaiter se représenter. Peut-être quelques-uns compléteront cela. Mais l'essentiel de ces nouveaux députés, de ces femmes, parce que nous avons réussi à amener la parité à l'Assemblée nationale dans notre groupe, de ces hommes ont envie de continuer le combat. Est-ce que la piste d'une dissolution de l'Assemblée qui permettrait de réduire le temps entre l'élection du président et l'élection des députés vous paraît une bonne idée? Elle ne me paraît pas d'actualité. Je pense qu'elle est du domaine de la rumeur et des débats. Le président a rappelé la semaine dernière qu'il avait convoqué en Conseil des ministres. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, s'adressera en direct aux députés français. Il continue à appeler désespérément à l'aide. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Qu'est-ce qu'il nous reste? D'abord, il y a la solidarité qui se poursuit, il y a l'équipement, notamment militaire, qui se poursuit, et puis il y a les aides. L'Europe a mobilisé 1,2 milliard aussi d'aides à l'Ukraine et nous devons le faire. Mais nous ne devons pas rentrer comme co-belligérants dans ce conflit-là. Nous savons très bien qu'il y a un risque, celui d'un conflit global, et donc même si j'entends parfaitement la volonté des autorités, elles se battent d'imaginer que si nous stratégique que nous devons faire parce que ce serait exposer le monde à un conflit mondial. Vous avez écrit directement à l'ambassade de Russie en France, à l'ambassadeur de Russie en France, l'accusant de propagande et d'ignominie. Est-ce qu'il vous a répondu? Non, il ne m'a toujours pas répondu parce que manifestement, l'art de la communication est pour lui plus important que l'art de la vérité. Vous disiez, on ne peut pas forcément aller plus loin, même si j'entends leurs appels à l'aide, parce qu'on ne va pas se laisser entraîner dans une troisième guerre mondiale. Mais quand vous avez vu ce week-end l'utilisation des missiles supersoniques, est-ce que ce n'est pas quand même une forme de tournant et de provocation? Je ne vais pas me prononcer sur les missiles supersoniques parce que ça, il n'y a pas d'éléments confortés sur cela, mais je voudrais corriger mon propos s'il n'a pas été compris. Je pense que nous pouvons aller encore plus loin en durcissant encore le régime d'aide, de contraintes et de sanctions. Et donc, du coup, nous devons maintenir des aides fortes, mais nous devons maintenir une pression, voire l'accentuer encore sur la Russie. Oui, mais ça, il ne reste pas grand-chose quand même en vrai. Si. Du côté des Russes, je peux vous dire que ça a des conséquences lourdes, importantes, même si le président Poutine a fait en sorte que la liberté de la presse n'existe plus. Les importations d'aluminium, ça y est, non, il y a une graduation, mais les Européens, avec les alliés, et le président français a contribué à ce lien-là, ont prévu des graduations supplémentaires, même si effectivement les mesures j'ai bien compris, ils ont prévu des graduations supplémentaires. En effet, il reste plus rien. Non, je pense qu'il reste des choses. Je ne vais pas les évoquer maintenant. Oui, mais vous dites tous que vous ne pouvez pas les évoquer. Alors moi, je veux bien que vous ne vouliez pas les évoquer, mais est-ce que ce n'est pas simplement parce qu'il n'y en a plus? Non, je pense que Vladimir Poutine sait qu'elles existent. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine se heurte à deux problèmes. D'abord, d'une avancée beaucoup plus lente, beaucoup plus difficile, grâce à la résistance ukrainienne à laquelle il ne s'attendait pas. Et d'autre part, il est mis au ban des nations sur l'ensemble de la planète, et ça aussi, il ne s'y attendait pas. Il y a encore beaucoup d'entreprises françaises qui sont en Ukraine. On parle évidemment de Total, de Decathlon, d'Auchan, de Danone. Elles respectent les règles, certes, mais est-ce qu'elles respectent la morale? Est-ce que moralement, c'est tenable? Respecter les règles est d'abord essentiel. Et ensuite, je pense que, et Bruno Le Maire le rappelait par exemple sur Total il y a quelques heures encore, à un moment donné, Total devra reculer. Il faut avoir en tête que Total est un acteur dans la gestion du gaz et qu'on est dans cette situation très paradoxale où la Russie continue à alimenter l'Ukraine en gaz. Et donc, c'est aussi toute la complexité de ce sujet. Mais je pense qu'à un moment donné, dans la graduation, il faudra aussi que ces entreprises quittent la Russie. Il faudra que ces entreprises quittent la Russie. Dans le cadre de la graduation dont on parlait précédemment. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elles anticipent, qu'elles le fassent tout de suite? Je vous prends l'exemple précis de l'alimentation en gaz de l'Ukraine. Est-ce qu'il faut décider aussi que nous stoppions et nous fassions stopper ou nous contribuions à stopper l'alimentation en gaz de l'Ukraine? Decathlon, Danone. Oui, moi je ne connais pas la situation de chacune de ces entreprises, mais celles qui aujourd'hui ne sont pas stratégiques devraient partir.
Elle devrait quitter la Russie. Vous êtes ancien ministre de l'Intérieur. La Corse était évidemment, vous aussi, sur la table de votre ministère. Est-ce que quand on parle d'autonomie, dans les faits, on pourrait envisager d'aller jusqu'à une co-officialisation de la langue corse par rapport à la langue française, par exemple? Est-ce que ça vous paraît acceptable? Non. Non. Ça, c'est non, et c'est un non absolu, définitif, même pas de discussion. Vous me posez la question. Je suis très attaché aux langues et cultures régionales. Je suis un élu de Provence et je sais l'importance de la langue provençale. Je sais aussi l'identité très forte et je la respecte, je l'aime même comme français. La France est la langue de notre pays. Est-ce qu'il pourrait y avoir la reconnaissance d'un peuple corse? Je crois aussi qu'il y a des identités, mais pour moi, il y a un peuple français. Et le statut... Mais qui est riche aussi de cette diversité, qui est riche de la présence des Corses en son sein. Mais en vous disant ça, j'ai l'impression de ne répondre que non. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans des mesures d'autonomie, y compris politique. Donc non à la langue, non à l'idée du peuple corse, oui à quoi alors concrètement? Travaillons par exemple à l'inscription dans la constitution de la Corse. C'est un engagement du président de la République à Furiani, puis à Bastia. Je ne rappelle pas que cette modification constitutionnelle s'est heurtée à une opposition du Sénat, mais je pense que c'est un sujet d'identité fort, de fierté fort, et nous devons avancer sur cela. Mais il y a aussi dans le quotidien de la gestion de la collectivité territoriale corse, je sais l'engagement et la volonté du président Gilles Simeoni, et nous devons l'accompagner pour cela. Est-ce que ça veut dire que vous qui aujourd'hui présidez le groupe La République En Marche à l'Assemblée, qui savez parfaitement les rouages de l'Assemblée, c'est le genre de choses qu'il faudrait faire en début de mandat, contrairement à ce qui s'est fait aujourd'hui? C'est-à-dire que si vous vouliez justement pouvoir avoir ces majorités dont vous parlez? En début de mandat, mais même au-delà. Il y a quelques semaines, seulement quelques semaines, mon groupe fait en sorte qu'une texte portée par des députés corses, notamment proches de l'exécutif corse, puisse être votée, une proposition de loi. Le gouvernement était réservé et j'ai assumé la décision de faire aboutir ce texte devant l'Assemblée. Il pourrait cheminer devant le Sénat maintenant. Et puis plus globalement, c'est un sujet, y compris la question constitutionnelle, qui pourrait être abordé très tôt. L'idée, le ministre de l'Intérieur a ouvert un round de discussion qui va au-delà de l'élection présidentielle et donc nous verrons qui sera en responsabilité, qui doit nous projeter à la fin de l'année, mais pour effectivement reconnaître cette identité corse. Ça ne vous choque pas que ces discussions aient été ouvertes au lendemain de journées très violentes, notamment la soirée à Bastia, qui a fait quand même 80 blessés, dont certains très graves, dans les rangs des forces de l'ordre? Vous, l'ancien ministre de l'Intérieur. D'abord, ces violences me choquent, mais je vous disais à l'instant qu'il y a quelques semaines, nous travaillons sur une PPL corse, une proposition de loi, corse, et que du coup, nous sommes sur ce sujet-là. Ensuite, le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place pour appeler à l'apaisement et à l'arrêt des violences. Il a ouvert un cycle de discussion, il n'a rien lâché parce que ce n'était que le début d'un cycle de discussion et je pense que c'était nécessaire et qu'il était dans son rôle. Quoi qu'il arrive, même après la violence. Mais la violence, elle est quelquefois présente dans nos sociétés. C'est le rôle du ministre de l'Intérieur, quel qu'il soit, d'appeler à l'apaisement et d'obtenir, en lien avec les responsables corses, l'apaisement. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je condamne très fermement les violences et en particulier celles qui ont été faites sur nos forces de sécurité intérieure. Christophe Castaner, ce matin, plusieurs médecins alertent et disent attention, le Covid n'est pas terminé. Est-ce que vous redoutez qu'ils reviennent? Et dans ces cas-là, est-ce que vous seriez prêt, si c'est même dans les 3 semaines qui viennent, c'est-à-dire même avant les élections, est-ce que vous vous dites il faudra reprendre des mesures, même si on est dans une campagne électorale? Votre question est un diagnostic juste. 97 000 cas ont été référencés vendredi dernier, donc une progression. Mais on constate qu'on a, et j'écoutais RMC il y a quelques minutes, et votre invité Rémi Salomon, qui était mon invité. Et il précisait qu'on a un taux de contagion extrêmement élevé, mais un taux de conséquence et de gravité faible, qui fait qu'il n'y a pas de risque de tension sur l'hôpital au moment présent. Mais une chose est sûre, c'est que depuis 2 ans, y compris avec un virus que nous ne connaissions pas beaucoup, ou pas du tout, et maintenant on le connaît un peu plus, le gouvernement a toujours su prendre des décisions, et des décisions fermes quand elles étaient nécessaires, et plus ouvertes à d'autres moments. Il a aussi pointé le fait qu'il restait 20% des plus de 80 ans qui n'avaient toujours pas eu leur 3e dose. Et là, il pointait un vrai risque. Il a raison. Et il rappelait que parce que nous sommes à un haut niveau de vaccination, le risque est faible, mais qu'il existe des populations sur lesquelles le risque est important et nous devons maintenir cela. Et quand je vois certains candidats aujourd'hui continuer à alimenter ce doute qui existe sur la vaccination, je pense qu'ils font une faute à la fois politique, même s'ils vont chercher une clientèle et on ne fait pas d'élection en cherchant des clientèles, mais ils font une faute sur la santé des Français. Christophe Castaner, donc macronisé à première heure, président du groupe La République En Marche. Merci d'avoir répondu à mes questions.